Le chef de l'État a reçu en audience le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Condé, a fait le point du processus électoral au Parlement qu'il a reconduit à la tête de l'institution. On en parle. Zéphirin Diabré, ministre en charge de la réconciliation nationale, bénéficie d'un soutien de plus dans sa mission, celui de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina, qu'il a reçu. Les images tout à l'heure. Et puis, hier 24 janvier était célébrée la Journée internationale de l'éducation au Burkina. L'ONG Children Believe a tenu des activités pour l'occasion et sur plusieurs jours. Nous allons en parler avec le directeur des programmes de l'ONG, donc, Abdoulaye Diallo, qui est sur ce plateau. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tête à tête, président du Faso et président de l'Assemblée nationale ce matin, Alassane Balaza Condé a fait le point du processus électoral donc qui a vu sa réélection le 28 décembre dernier à la tête du Parlement de la 8e législature. Il était question aussi de demander des conseils au chef de l'État puisqu'il a dirigé le Parlement durant 10 ans. Il a été élu président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Sous la bannière du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, le candidat Alassane Balaza Condé en lice pour le choix du Parlement a été aussi le choix du président du Faso. Ce 25 janvier, Alassane Balaza Condé rend compte du processus électoral au président du Faso. Depuis notre élection à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons estimé qu'il était de bon ton que nous puissions lui rendre cette visite de courtoisie, lui expliquer comment les élections se sont passées. À cette visite de courtoisie au chef de l'État, Alassane Balaza Condé et Rochma Christian Kaboré ont parlé des questions d'intérêt national. Il a été aussi question pour l'hôte du jour de demander conseil et bénéficier de la riche expérience de celui qui a été président de l'Assemblée nationale pendant une décennie. Nous avons eu également à échanger sur certains sujets qui intéressent la nation. Même si certains relèvent de la compétence de l'exécutif, il faut noter qu'il y a certains sujets aussi où l'Assemblée sera probablement appelée à se prononcer là-dessus. Et enfin, vous savez si bien que moi que son Excellence Monsieur le Président du Faso a été président de l'Assemblée nationale de deux mandats et vice-président. Donc il a eu une certaine expérience. Donc nous avons sollicité aussi ses conseils pour pouvoir mener à bien cette nouvelle mission en ce qui concerne mener à terme la 8e législature. Alassane Balaza Condé, à 51 ans, a été reconduit à la tête du Parlement burkinabé par ses pairs le 28 décembre 2020 avec 123 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Un reportage signé Michael Tougri. Il est à noter des apports positifs de la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme sur l'espace G5 Sahel. Des propos du président du Faso que rapporte Olivier Kadik, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat français. Il a été reçu en audience à Kosiam aujourd'hui. Nous vous proposons la substance donc de sa déclaration à sa sortie d'audience. Tout d'abord, le premier objectif en tant que vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, c'était de venir pour féliciter le président pour sa réélection. Et deuxièmement, c'était pour lui demander sa vision du débat qu'il y avait en France actuellement sur l'opération Barkhane, sur les développements que cette opération devait avoir. Nous allons avoir un débat au Sénat à Paris le 9 février sur le sujet. Et il me paraissait important que dans le cadre de ce débat que nous allons avoir, que le président Kaboré puisse partager son regard sur cette opération
contributions, les apports positifs dont il m'a parlé et dont je suis heureux de cette action sur le terrain du G5 Sahel. C'était vraiment important pour moi de savoir ce que le président Kaboré en pensait et donc pour pouvoir nourrir notre débat à Paris. Je vais rencontrer les représentants juste après qui représentent les Français qui sont établis ici au Burkina Faso. Ce sont souvent des Français qui ont fait le choix de résider pour longtemps dans ce pays, qui aiment ce pays, qui aiment les habitants de ce pays et qui développent souvent des activités, des entreprises qui participent au développement du pays. Et donc c'est aussi pour ça que je viens, c'est pour les écouter, pour faire passer leur message aussi à Paris. Je suis leur représentant à Paris et donc il est important qu'ils puissent s'exprimer par ma voix, qu'ils puissent participer au débat. L'approche de la France, c'est pas simplement de régler ces problèmes pour notre pays, mais c'est aussi d'accompagner les pays partenaires. Hier 24 janvier, journée internationale de l'éducation. Pour cette fois au Burkina, l'ONG Children Believe a mené plusieurs activités lors de la célébration de la journée. Hier dimanche, le ministre en charge de l'éducation nationale a lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers donc du ministère. On en parle avec Mametre Nakamabou. Au Burkina Faso, sur 1 074 933 personnes déplacées internes, plus de 60% sont des enfants selon les données du Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Avec ces chiffres, les droits à l'éducation, à la protection et à la participation de tant d'enfants ne sont pas respectés selon l'ONG Children Believe. Cette année, cette organisation et ses partenaires ont commémoré la Journée internationale de l'éducation en lançant un appel à la communion de tous pour des actions urgentes et coordonnées. Une journée de réflexion, une journée où nous avons fait ensemble le point de comment notre système éducatif se porte dans ce contexte d'urgence et également dans ce contexte de crise sanitaire. Et ensemble, nous avons pris des résolutions avec les enfants pour accompagner le système éducatif et pour permettre que le droit à l'éducation soit une réalité au Burkina Faso. Le Canada, ici au Burkina Faso, a accordé 70 millions de dollars canadiens depuis 2019 pour accompagner le gouvernement pour assurer la qualité de l'éducation et surtout l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Donc c'est un énorme honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui pour la Journée internationale de l'éducation. Et en marge de la commémoration de cette journée internationale de l'éducation, l'ONG Children Believe a organisé plusieurs activités. Il s'agit notamment d'une journée de formation et d'information au profit des hommes et femmes de médias, un atelier de restitution du rapport d'analyse situationnelle de l'offre de l'éducation et la formation professionnelle et sur le phénomène des enfants talibés à l'Est. Des actions saluées à sa juste valeur par le ministre de l'Éducation nationale qui a par ailleurs lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Et donc c'était le lieu de rappeler à travers cette journée les engagements, mais remobiliser l'ensemble des partenaires afin que nous puissions ensemble travailler à mobiliser davantage de ressources, qu'elles soient des ressources humaines, financières, pour que nous puissions rendre notre système éducatif résilient face aux différentes crises, afin de donner la chance à tout enfant de notre pays de pouvoir avoir accès à ce droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Un forum national des enfants a été également organisé. Cette activité a consisté à créer un cadre d'expression des enfants sur les thèmes de la journée qui est le droit à l'éducation en situation d'urgence. Un concours de slogans a été organisé pour des enfants de 12 à 15 ans et les lauréats ont été récompensés au cours de cette journée internationale de l'éducation. Voilà, cette journée internationale de l'éducation a été célébrée donc sur 4 jours par l'ONG Children Believe. Abdoulaye Diallo, sur ce plateau, on est donc le directeur de... Bonsoir Monsieur Diallo, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors déjà, comment est-ce que vous présentez Children Believe? Merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau pour revenir encore sur les grandes lignes de ce qui s'est passé la semaine passée, et à savoir la commémoration de la Journée internationale de l'éducation. Alors, rapidement, présenter Children Believe. Children Believe est une organisation internationale de droit canadien et qui est présente au Burkina Faso depuis 1987
donc bientôt 34 ans que nous sommes présents au Burkina Faso. Et nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Nous travaillons également dans le domaine de la protection de l'enfant, la promotion de la participation et la promotion du genre. Également, sont des secteurs dans lesquels nous intervenons. Et avec la situation que nous connaissons actuellement dans notre pays, et je veux parler de la situation sécuritaire, alors nous avons désormais embrassé, je dirais un peu plus fort, le domaine humanitaire. Donc nous intervenons également dans ce secteur à travers des projets que nous mettons en œuvre dans certaines parties du pays qui sont vraiment très touchées par la situation sécuritaire. Et nous intervenons dans les régions de l'Est, du centre-Est, du plateau central, du centre-nord et du centre. Donc 5 régions où nous intervenons actuellement au niveau du Burkina Faso. Je voudrais rappeler au passage que depuis que nous sommes au Burkina Faso, et voilà cela 34 ans, Children Believe a investi plus de 40 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions de dollars canadiens dans le secteur de l'éducation. Et chaque année, à travers notre programme de parrainage, alors nous touchons plus de 8000 enfants qui bénéficient de services divers, notamment la santé, notamment la nutrition, l'éducation, bien sûr, et bien d'autres services que nous apportons aux enfants. Voilà, on comprend bien donc que la question de l'éducation est très importante pour votre ONG. Et justement, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, hier dimanche, vous avez tenu sur plusieurs jours, depuis jeudi, je crois, jeudi à dimanche, plusieurs activités. Quoi exactement? Bien sûr, comme le disait l'élément tout de suite, la semaine a été une semaine qui a été jalonnée d'activités diverses. Et la première des activités a été la journée de formation et d'information des journalistes. Alors nous avons pensé que nous ne pouvons pas réussir seuls sans l'implication de la presse. Donc nous avons impliqué les journalistes, nous avons formé, nous avons partagé avec les journalistes des informations nécessaires sur les questions de protection, sur les questions d'éducation, afin de les outiller, afin qu'ils puissent être des partenaires, je dirais, de Children Believe dans cette marche que nous avons entreprise, c'est-à-dire d'apporter à chaque enfant un espoir de vie, afin de pouvoir libérer son potentiel et vraiment contribuer au développement de ce pays. Alors, le droit à l'éducation en situation d'urgence, c'est le thème de votre célébration. Il y a un mot qui est très fort qui a été employé, urgence. Pourquoi? Urgence parce que je pense que ce thème est d'actualité, en ce sens que notre pays traverse une situation sécuritaire depuis 2015. Et nous l'avons vu dans l'élément, il était question du nombre d'enfants qui sont victimes de cette situation. Sur les plus d'1 million de personnes déplacées, il est question de plus de 60% d'enfants qui sont affectés par cette situation. Cela voudrait dire que ces enfants n'ont certainement pas l'opportunité d'apprendre dans des conditions meilleures comme leurs camarades qui sont dans des zones sécurisées. D'où la nécessité pour nous, en tant qu'organisation travaillant dans le domaine de l'éducation, d'apporter également notre contribution pour que ces enfants dans ces situations difficiles puissent également avoir des conditions, avoir un espoir, avoir la chance d'apprendre comme les autres afin de libérer leur plein potentiel. Et je voudrais aussi souligner que ce thème est très important quand on regarde que dans notre pays actuellement, du fait de la situation sécuritaire, il y a plus de 2300 écoles qui sont fermées, et cela impacte négativement sur la vie des enfants. Et à cette situation assez délicate donc que vous venez de relever, il y a, en général, on peut dire que la situation humanitaire est assez inquiétante. Il y a aussi à côté la question du Covid-19. Quand vous faites cette lecture-là, quels sont les défis qui se présentent face à l'ONG? Je dirais également que la situation, la crise sanitaire a également eu un impact sur l'éducation au niveau du Burkina Faso. Et Children Believe, à l'instar des autres ONG, s'est également engagé à apporter sa contribution pour que les enfants qui étaient à un moment donné à la maison du fait de la situation sanitaire, alors puissent apprendre dans des conditions meilleures. Ainsi, nous avons apporté notre contribution, à savoir des lave-mains, nous avons apporté des cache-nez, nous avons distribué en tout cas des kits pour permettre aux enfants d'être dans des conditions meilleures pour pouvoir retourner à l'école. Et nous avons également constaté que du fait du Covid et de la Covid, il était difficile pour les enfants de pouvoir retourner à l'école.
Et donc nous avons procédé à la distribution de radio pour permettre aux enfants de capter la chaîne du ministère de l'Éducation et de pouvoir également apprendre dans des conditions même étant à la maison. Et bien d'autres activités ont été menées. Tout cela, nous le faisons à travers nos partenaires de mise en œuvre et notamment la sensibilisation des parents pour qu'ils puissent également apporter leur contribution et dans cet exercice qui est de venir en aide aux enfants dans ces conditions difficiles. Alors nous avons également nous avons fait des sensibilisations aux parents sur les questions de protection de l'enfant parce que nous savons que lorsque les enfants se retrouvent à la maison, ça devient une situation un peu beaucoup plus favorable aux violences dans les différentes familles. Donc ce que nous avons fait, nous avons également sensibilisé les parents d'enfants sur les questions de protection des enfants. Donc tout cela a contribué à créer, je crois, un environnement meilleur pour que les enfants puissent apprendre. Alors quel est le bilan que vous faites après donc, la célébration de cette édition de la Journée internationale de l'éducation 2021? Quel est le bilan que vous faites? Et cette célébration, elle était assez particulière, n'est-ce pas? Tout à fait, elle était particulière parce que, comme je le disais tantôt, Children Believe croit que l'éducation est un levier important pour apporter les changements. Nous croyons que c'est par l'éducation que nous pouvons apporter des changements dans notre société et par conséquent, pour permettre à chaque enfant de libérer son potentiel, nous avons fait de l'éducation, je dirais, le cœur même de notre activité. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que cette activité, en fait cette semaine, c'est que nous pouvons tirer une satisfaction de ce qui a pu être fait parce que notre objectif c'était aussi de mobiliser davantage les partenaires techniques et financiers, l'État, je vais parler un peu des ministères de l'Éducation et toutes les structures travaillant dans le domaine de l'éducation afin que chacun puisse apporter sa contribution parce que c'est ensemble que nous pouvons aller vers, je dirais, c'est ensemble que nous pouvons aider ces enfants-là qui sont dans ces situations difficiles, voilà, afin qu'ils puissent aussi apprendre. Vous avez peut-être un dernier mot pour clore cet entretien? Oui, le dernier mot, c'est de dire merci au nom de Madame la directrice d'Afrique de l'Ouest de Children Believe à tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette activité. Je ne vais pas citer de peur d'oublier un seul partenaire, mais simplement dire merci à tous ces partenaires qui se sont mobilisés depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de l'activité et qui nous ont vraiment accompagnés. Nous voulons simplement leur dire merci. Et c'est ensemble que nous allons réussir cette œuvre noble qui est la promotion de l'éducation dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Diallo. Vous êtes le directeur des programmes de l'ONG Children Believe. Donc, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et restez avec nous pour la suite de ce journal. Donc, dans la suite de ce journal, le ministre en charge de la réconciliation nationale a été reçu en audience ce lundi 25 janvier par la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina. Le président de la Fédération a pris l'engagement d'accompagner Zéphirin Diabré dans ses actions pour réussir sa mission de réconcilier les Burkinabés. On en parle avec Sanata Serré. Nouvelle étape de la série de rencontres du ministre en charge de la réconciliation nationale avec les associations religieuses. Ce 25 janvier 2021, c'était au tour de la Fédération des Églises et Missions évangéliques à FEME de recevoir la délégation ministérielle. Zéphirin Diabré dit être venu demander l'accompagnement de la communauté évangélique pour la réussite de la mission qui lui a été confiée et la FEME de lui prodiguer quelques conseils. Nous avons demandé à monsieur le ministre d'État véritablement de prendre son courage à deux mains parce que c'est un gros défi qu'il a accepté de relever. Ce n'est vraiment pas du tout facile et à cause de cela, nous avons besoin de l'entourer. Nous avons besoin de lui donner des conseils, nous avons besoin d'être avec lui, d'être à ses côtés. Nous lui avons demandé vraiment de faire une large consultation et de s'entourer de beaucoup de conseillers et de faire en sorte qu'il puisse à chaque fois rechercher la vérité dans tout ce qui s'est fait et à partir donc d'un bon diagnostic, rechercher la vérité et avec la vérité remonter petit à petit jusqu'à comprendre tout ce qui s'est fait. Selon le président de la FEME, Henri Yé, la question de la réconciliation nationale est fondamentale et les églises et missions évangéliques ont un rôle bien crucial à jouer. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des dénominations, nous sommes donc une confession religieuse et notre premier rôle c'est de prier
prier pour la nation, prier pour les autorités gouvernementales, les autorités politiques, mais c'est de prier aussi pour toute la nation. Alors à cause de cela, la prière étant fondamentale puisque dans notre pays, nous reconnaissons qu'il faut l'intervention de Dieu. Alors il faut dire tout simplement que nous avons besoin que tous les Burkinabés puissent venir ensemble pour se comprendre, pour se tolérer, pour se pardonner, pour se réconcilier, pour que nous puissions vraiment parler de notre mieux vivre ensemble. La fédération a au cours de cette visite offert au ministre de la Réconciliation nationale une Bible. Zéphirin Diabré entend poursuivre sa rencontre avec d'autres communautés religieuses. Première session 2021 du comité de prévision sur la situation alimentaire au ministère en charge de l'agriculture. Les travaux débutés aujourd'hui s'étalent sur la journée de demain également. Ces 2 jours de rencontre doivent donner lieu à un état sur la situation alimentaire et nutritionnelle. Notre reporter Fatima Tanikiema était à la cérémonie d'ouverture. Voici son compte rendu. L'analyse nationale du cadre harmonisé sur la situation alimentaire et nutritionnelle 2019-2020 au Burkina Faso déterminait que 5,9% de la population burkinabé avait besoin d'assistance immédiate du fait de l'insécurité alimentaire. Le 25-26 janvier donc, le comité de prévision sur la situation alimentaire va examiner et mettre à jour l'état de la situation alimentaire et nutritionnelle avant de formuler des recommandations pour faire face au phénomène de l'insécurité alimentaire. L'issue des travaux devrait nous permettre de valider les différents agrégats de la sécurité alimentaire, les bilans céréaliers ex post et définitifs, les bilans alimentaires et le taux de couverture des besoins céréaliers par province, de déterminer les zones et les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire, de formuler des recommandations à l'endroit des décideurs en vue d'une meilleure gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée du pays. Ceux qui ont la tâche de conduire ces travaux sont des acteurs étatiques et non étatiques, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la société civile et du secteur privé. Les résultats de cette session sont très attendus par le gouvernement, selon les dits du ministre en charge de l'agriculture. Très attendus, les résultats de votre analyse sur la question seront présentés en Conseil des ministres pour adoption officielle et serviront à la prise de décision idoine en vue d'anticiper sur les difficultés alimentaires et nutritionnelles éventuelles que pourraient connaître les populations vulnérables. Ils permettront également aux institutions telles que les SILS et la CEDEAO de dresser l'état consolidé de la situation alimentaire et nutritionnelle de la sous-région. Cette première session du comité de prévision sur la situation alimentaire est d'une importance capitale selon le ministre en charge de l'agriculture. D'autant plus que les conclusions des travaux devront aussi permettre d'assister les personnes vulnérables, y compris les déplacés internes. Littérature dans ce journal, Ibrahim Ouedraogo a procédé samedi dernier à la dédicace de son tout premier essai biographique, Raphaël Koudouango. C'est le titre de l'œuvre écrite en 130 pages. Elle retrace la vie d'un homme d'affaires qui s'est lancé dans la politique. Élu en 2015, l'homme dont le livre parle s'est démarqué par ses gestes donc en faveur des plus démunis. On en parle avec Mamed Ganakamabou. C'est une œuvre de 130 pages qui retrace le parcours d'un opérateur économique qui s'est lancé dans la politique. Ibrahim Ouedraogo, auteur de ce livre qui est à son tout premier essai biographique, présente cet ouvrage comme une leçon de vie. C'est aussi, selon l'auteur, une envie de mettre en lumière les actions de Raphaël Kouama. C'est juste que j'ai vu que c'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs. Et il incarne beaucoup de valeurs et ces valeurs-là sont très très importantes dans la cohésion sociale, dans l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, c'est surtout son comportement qui est très très important, qui est une leçon de vie pour nous les jeunes et qui peut nous permettre d'aller plus de l'avant, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. C'est pourquoi j'ai jugé bon et j'ai jugé nécessaire d'écrire en révélant ces vertus-là sur l'homme
Et en tout cas, afin que ceux-là qui veulent le savoir puissent lire et imiter l'homme dans ses bonnes actions. Subdivisé en 3 grandes parties, cet ouvrage fait ressortir dans chaque partie une étape de la vie du député. Dans la première partie, l'auteur revient sur la généalogie du personnage. Dans le second paragraphe, il présente le parcours professionnel et termine par son combat politique. Et pour sa part, Raphaël dit se reconnaître dans ce livre. Oui, bon, je me reconnais parce que c'est comme ce qu'il venait de dire, c'est pas une invention, c'est une réalité. Alors, si c'est les œuvres, moi-même je reconnais que j'ai fait quand même des œuvres sociales. C'est un homme heureux qui a assisté à la dédicace du livre ce samedi 23 janvier. Le député a salué l'initiative de l'auteur et l'a appelé à continuer dans cette dynamique. Né en 1991 à Arbolé dans la province du Passoré, l'auteur de cet essai biographique est instituteur en service dans les ballets. Il y a de cela 2 semaines, la star de reggae burkinabé ZS publiait son tout dernier single intitulé Résilience africaine, un titre à la connotation de coup de gueule à l'égard des organisations et des experts qui avaient appelé les Africains à se préparer au pire quant aux conséquences du Covid-19. Ami Valion et Abdoulrahim Tabsoba vous en disent plus dans ce reportage. Grande crainte actuelle, comment le continent africain peut-il faire face au L'artiste coronavirus? musicien Seydou Zongo alias ZS revient sur la scène musicale avec un nouveau single signé Résilience, un deuxième titre sur la maladie à coronavirus. Après avoir appelé les citoyens au respect des mesures barrières dans son précédent single, l'artiste musicien répond cette fois-ci aux Occidentaux qui dans les premiers instants de la maladie ont prédit l'apocalypse en Afrique. L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé. L'artiste musicien s'est dit indigné des propos à l'égard de l'Afrique. C'est le discours qui me choque en fait. C'est ce discours qui me choque, qui est infantilisant, qui est limite même irrespectueux, discourtois. C'est un discours qui manque d'élégance. Voilà, disons ce côté infantilisant, inélégant là, que j'essaie de dénoncer humblement avec humilité dans cette chanson. Il n'y a rien d'autre. On en a vu des vertes et des pas mûres. La toute-puissance et l'arrogance de l'Occident ont pris un gros coup dans les dents. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. À la question de savoir si cette nouvelle sortie ne renforcerait pas l'idée de ceux qui pensent que la maladie à coronavirus n'est qu'une invention, l'artiste n'y croit pas. Car selon lui, les Africains sont plus que responsables qu'on le pense. Ah non, la maladie est une réalité. Tous les jours, des femmes et des hommes meurent. Non, là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. La maladie est une réalité et s'il faut prendre des mesures, s'il faut prendre des mesures, il faut les prendre. C'est pas ça le souci. Si cette maladie-là était apparue ici, en premier, aurait-on découvert aussi vite, en si peu de temps, un vaccin? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. J'aimerais qu'on m'aide à répondre à cette question. Parce qu'en attendant, je vois que juste en quelques mois, on a mis le paquet pour découvrir cette maladie-là. J'aurais bien voulu que ce soit pareil, que c'était une maladie tropicale qui nous endeuille depuis des lustres. Mais l'artiste ne compte pas s'arrêter là quant au combat d'une Afrique libre et dénudée de tout préjugé. Et malgré tout, ZS dit rester optimiste et garde espoir quant à l'éradication de la maladie sur le continent africain. Donc moi j'ai espoir que contrairement à ce qu'on pense de l'autre côté, les Africains ne vont pas tous mourir et qu'on va s'en sortir. J'ai espoir qu'on va s'en sortir, qu'on va respecter les mesures barrières et que j'ose même, permettez-moi de rêver, d'être utopique. Ce n'est pas exclu qu'un herboriste, comment on appelle ça là, un traditionnel comme on le dit, découvre quelque chose ici qui nous tire d'affaire. L'artiste musicien ZS est un produit de l'orchestre de l'université de Ouagadougou et il débute sa carrière dans les années 90. Il s'est toujours présenté comme un artiste engagé vu ses prises de position dans ses chansons. Voilà un reportage qui porte la voix de Fatima Tani Kiema. Nous sommes lundi, alors Sport 3 est invité dans le 20h.
Bonsoir à Sami Touré. Bonsoir Sonia Kokti. Alors, l'actualité ce soir n'est pas très réjouissante. Les étalons ont perdu leur place au CHAN. Oui, effectivement, Sonia Kokti, les étalons malheureusement sont sortis du 6e championnat d'Afrique des Nations. Oui, les étalons, après avoir fait match nul contre le Cameroun, en tout cas sortent de cette compétition, la 3e participation. Malheureusement, oui, on revient après le premier tour. On parlera également des étalons U20 qui connaissent déjà leurs adversaires pour cette CAN des moins de 20 ans qui doit se tenir à Mauritanie. Oui, les étalons juniors ont connu leurs adversaires ce soir même à Yaoundé après le tirage au sort. Et on parlera également du 4e but de Bertrand Traoré avec Aston Villa, un match que Bertrand a joué contre Newcastle. Oui, c'est de cela qu'on va parler ce soir. On parlera également de Ahmed Belem qui a été homme du match avec les étalons locaux. Voilà, tout ce que a trait en tout cas l'actualité sportive ce soir, Sonia Kokti. Merci à Sami Touré, on vous souhaite une excellente émission. Merci bien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.